Bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous faire confiance. Merci de regarder votre magazine d'actualité politique en RDC, Vérité de fait. Aujourd'hui, le nouveau numéro va recevoir un acteur de la société civile. C'est un défenseur de droits humains et président national de l'Azado, Jean-Claude Katende. Avec lui, nous allons revenir sur les principaux sujets d'actualité politique en République démocratique. Jean-Claude Katende, notre invité, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, avec plaisir, bien sûr. Voilà, alors, monsieur Jean-Claude Katende, on vous présente comme un homme radical, difficile, transigeant, mais pourquoi vous voulez garder ce personnage un peu difficilement pénétrable? Non, je ne pense pas que ce soit difficilement pénétrable. Il faut dire que nous sommes dans un pays où on arrondit tout dans l'objectif d'avoir des bénéfices personnels. Voyez-vous? Et donc, si nous voulons que ce pays avance, il faut que nous ayons des hommes et des femmes, pas radicaux, mais intransigeants, pour contraindre ceux qui sont au pouvoir de rester dans les lignes tracées par la Constitution et les lois de la République. Parce que chaque fois qu'on arrondit les angles, on n'avance pas. Et si un pays veut vraiment avancer, il faut que nous ayons des hommes et des femmes qui disent non, monsieur, là vous ne pouvez pas passer parce que vous n'avez pas satisfait à telle condition, telle condition. Vous voyez, c'est les problèmes que nous avons avec la désignation du président de la CENI. Alors que les gens savent bien. Et vous particulièrement, vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Non, je pense que fondamentalement, le problème que moi je pose, ce n'est pas le problème lié au président de la CENI en tant qu'individu. Votre problème, il est où? Le problème de la politisation de la CENI. Dans la loi actuelle, la CENI est plus politisée qu'à l'époque du président Kabila. Plus politisée. Exactement. Parce que quand vous regardez le bureau de la CENI, vous allez voir qu'il y a 7 personnes. Sur les 7, il n'y a que le président qui est de la société civile. Oui. Les autres sont des politiciens. Vous vous rendez compte? Oui. Et sur les 6 politiciens, vous avez 4 qui viennent de la majorité actuelle. Quelle que soit la position que le président peut prendre, les décisions du bureau sont prises à la majorité. Oui. Mais il sera chaque fois minorisé. Et si par malheur, un des 2 qui viennent de l'opposition s'allie, comme on le voit souvent, à la majorité, donc la majorité aura 5 voix. Et le président se retrouvera seul ou appuyé par une personne. En ce moment-là, ce sont les vues, les considérations de la majorité qui vont passer. Même si vous prenez quelqu'un de juste, quelqu'un comme vous, comme moi, on le met comme président de la CENI, il n'aura rien à faire fondamentalement. Donc, voilà les problèmes que moi je pose. Même si on prend aujourd'hui... Alors, où faut-il apporter des corrections? Là où il faut apporter des corrections, je pense que nous pouvons avoir un bureau majoritairement composé des acteurs indépendants qui ne sont pas directement intéressés par les jeux politiques. Je dirais par exemple qu'on peut avoir 4 personnes indépendantes qui viennent des organisations qui ne sont pas des organisations politiques. Vous avez les mondes scientifiques, vous avez les barreaux, vous avez les organisations de la société civile et d'autres corporations qui ne sont pas politiques, qui ne participent pas à la compétition. Si vous avez 4 personnes de ces origines-là et vous avez 2 personnes qui viennent du monde politique, vous êtes au moins sûr que si ces personnalités indépendantes agissent dans l'intérêt de la nation, vous allez avoir des élections qui soient en fait équitables et transparentes pour tout le monde. Alors, si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, si je vous comprends bien, avec le format actuel que présente déjà la CENI, nous sommes partis pour des élections qui ne seront ni transparentes, ni crédibles. Non, je pense que nous avons une autre opportunité, c'est la loi électorale. Voyez-vous,
il faut apporter des améliorations fondamentales à la loi électorale. Par exemple, si dans la loi qui va être révisée, on demande par exemple que les procès-verbaux de tous les bureaux, n'est-ce pas, soient contresignés par les représentants des candidats et qu'une copie, voyez-vous, une des copies des originaux soit remise à chacun des candidats, on va réduire la fraude. Vous voyez, on va réduire la fraude. Parce qu'en ce moment-là, si moi je suis candidat, par exemple, président, et que j'estime que j'ai eu plus de voix que l'autre ou que les autres, je peux avoir au moins une preuve. Et la preuve, c'est que mes représentants partout où ils vont être seront en possession des copies du vote. Vous voyez, déjà là, nous résolvons un des problèmes que nous avons connus avec la loi actuelle, où le candidat comme M. Martin Fayoulou n'était pas à mesure, n'est-ce pas, de produire des procès-verbaux qui appuient sa thèse selon laquelle c'est lui qui aurait gagné les élections. Aujourd'hui, le problème que nous avons en République démocratique du Congo, c'est que celui qui gagne n'est pas à mesure de prouver document à l'appui qu'il a gagné. Celui qui perd n'est pas aussi à mesure de prouver qu'il a vraiment perdu. En fait, en 2006, en 2011, en 2018, nous avons des élections ou des résultats des élections qui n'ont pas été documentés. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à la CENI et demander qu'on vous sorte des procès-verbaux du fait que le président Tshisekedi avait gagné les élections. Il n'y en a pas. En 2011, vous allez vous rappeler qu'il y avait des bulletins de vote qui traînaient à la foire internationale de Kinshasa et qui n'étaient pas comptabilisés. Donc, nous avons cette opportunité-là pour mettre en place des mécanismes qui permettent à ce que les élections soient contrôlées par les acteurs, mais aussi par les citoyens. Alors moi je voudrais savoir, mais pourquoi est-ce que la tête de Kadima dérange alors qu'il a un parcours électoral exceptionnel? Vous savez, il faut d'abord retenir une chose qui est très importante, parce qu'on ne le dit pas assez. Les acteurs politiques et une partie de la société civile avaient accepté que cette charge de désigner le président de la CENI soit confiée aux confessions religieuses pour la simple raison qu'on supposait qu'on avait affaire à des institutions intègres et surtout impartiales. Et au sein de la commission des confessions religieuses chargée de faire ce travail, la présidence a été confiée à la CENCO et la vice-présidente à l'ECC. Pas parce que ce sont des organisations les plus représentées au pays ou qui ont une force sociale très forte. Non, c'est qu'on croyait que c'était des gens intègres, des gens impartiaux. Mais fort malheureusement, déjà avec la désignation de M. Malonda, qu'est-ce que nous avions constaté? Nous avions convenu ensemble, au niveau des forces politiques et sociales, que avant la désignation du président de la CENI, qu'on travaille d'abord sur les réformes. Mais il y a eu un revirement des confessions religieuses qui se sont engagées dans la désignation du président de la CENI, oubliant totalement que la question fondamentale soulevée par la majorité des Congolais était d'abord les réformes. Voyez-vous? Et là, il y a déjà un problème du non-respect de la parole donnée, de l'engagement pris par tout le monde, de commencer par les réformes. Maintenant, dans la désignation elle-même, vous n'y étiez pas, moi je n'étais pas non plus, mais nous avons senti qu'il y a eu une guerre entre les confessions religieuses. Les unes ont accusé les autres d'avoir de la haine, du tribalisme, et les autres ont accusé les unes d'être corrompus. Voyez-vous? Déjà les caractéristiques fondamentales sur
base desquelles ces gens ont été désignés pour assurer cette mission ont été entachés d'intégrité et d'impartialité. Voyez-vous? Mais c'était prévisible parce que on a demandé à ce que chaque confession religieuse amène un candidat. Comment voulez-vous que j'amène un candidat que je ne soutiendrai pas, qui ne m'a pas personnellement convaincu? Exactement. Vous voyez, l'électeur lui-même apporte son candidat. Ça, c'est difficile. Mais ça ne pouvait que conduire à la dérive que nous avons connue Oui. avec Malonda. Exactement. Mais alors, en parlant des deux confessions religieuses, l'Église catholique et l'ECC, et vous avez parlé de l'intégrité, ça suppose que les autres confessions religieuses qui ont apporté leur choix sur Denis Kadima ne le sont pas. Mais ça va de soi, parce que la Synco et l'Église catholique ont accusé les autres d'être corrompus, Oui. d'avoir subi des intimidations et des menaces. Ça veut dire qu'ils ont opéré un choix qui n'est pas libre, un choix qui n'a pas d'intégrité, un choix déjà entaché, c'est-à-dire sous pression. Vous croyez à la version de la Synco? Mais de l'Église catholique, de l'ECC? Comment voulez-vous que je n'y croie pas? Parce que ce sont des gens qui ont travaillé ensemble. Comme aussi les autres ont accusé la Synco et l'ECC d'avoir de la haine et du tribalisme. Ils ont travaillé ensemble. Et ce sont eux à qui on a fait confiance qui mettent ce genre de choses sur la place publique. Comment on fait? Nous constatons tout simplement que quand bien même il n'y aurait pas de preuves tangibles, que les pères, n'est-ce pas, de l'Église ne sont pas intègres qu'on le croyait, que ce soit pour les uns ou que ce soit pour les autres. Et donc, c'est là que moi j'avais fait la proposition déjà en 2020, en novembre, Oui. j'avais dit qu'il fallait décharger les confessions religieuses de la mission de désigner le président de la CENI parce qu'elles ont démontré qu'elles n'étaient pas intègres, qu'elles n'étaient pas du tout impartiales. Et il a chargé cette mission à qui? Mais il y a plusieurs institutions, c'est tout simplement une question de volonté politique. Les problèmes que nous avons dans notre pays, c'est que les uns et les autres veulent contrôler les élections. Voyez-vous, veulent avoir la même mise sur les élections, sans oublier que Le pouvoir notamment. mais que ce soit le pouvoir ou l'opposition, tout le monde veut contrôler les élections. Maintenant, la question pour nous était de dire, par exemple, qu'on pouvait charger, n'est-ce pas, le ministère de l'Intérieur d'organiser ces élections, mais accompagné d'une équipe technique qui viendrait ou qui serait composée de plusieurs parties prenantes pour assurer, n'est-ce pas, le contrôle, que le ministère de l'Intérieur ne travaille pas dans l'intérêt d'une des parties aux élections contre une autre. Une autre possibilité, c'est par exemple de confier cette mission à une organisation internationale qui serait aussi accompagnée par les nationaux. On peut aussi confier cette mission au barreau des avocats. On peut confier cette mission au barreau des avocats. Je sais que au barreau, il y a des politiciens, mais on peut trouver des gens crédibles, des gens indépendants. Donc, toutes les possibilités d'avoir des bonnes élections existent, mais seulement la volonté n'y est pas. Parce que la majorité, conduite par le président Tshisekedi, veut avoir le regard sur les élections. Qu'est-ce qui se passe? L'opposition aussi veut faire la même chose. En fait, les gens, quand ils plaident pour une CENI indépendante, ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde ou que dans l'intérêt que l'autre gagne. C'est dans l'intérêt que moi je gagne, ce qui est légitime. Mais quand on a une vue assez large et on croit dans la démocratie, on se dit qu'on ait des élections libres, indépendantes, apaisées pour que le meilleur gagne. Si le meilleur c'est moi, je gagne. Si c'est l'autre, il gagne et je le félicite. Parfait. Alors, la balle c'est maintenant dans le camp du président de la République. Devant cette situation assez complexe, est-ce que vous pensez que le président va entériner l'équipe Kadima? Je suis sûr qu'il va le faire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que s'il ne le fait pas, il va frustrer les 6 autres confessions religieuses.
n'est-ce pas, qui ont... Mais s'il le fait, il va décevoir l'Église catholique. Oui. Et les CC. Mais le problème, c'est lequel? Dans ces circonstances actuelles, leur propre charte dit qu'en cas de non-consensus, il faut le vote. Et le vote, c'est la loi de la majorité. Voyez-vous? Donc la question n'est pas aussi facile pour le président de la République. Mais je suis sûr qu'il va signer l'ordonnance d'investiture, d'autant plus que les candidats ont déjà été entérinés par l'Assemblée nationale. Très bien, on va clore ce chapitre. Monsieur Jean-Claude Katende, pourquoi vous êtes contre le RAM? J'ai l'habitude de suivre vos tweets, vos positions. Vous êtes absolument contre le RAM. Pourquoi? D'abord, j'estime qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent avec cette taxe. Le premier problème, c'est le fait que cette taxe n'est pas soutenue de manière irréfutable par une loi quelconque. C'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la gestion même de l'argent produit par cette taxe. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas encore dit de manière précise cet argent est géré où. Les uns parlent de la présidence de la République, les autres parlent du ministère qui s'occupe de la question. Et vous allez vous rappeler que quand la question était posée, à quoi servirait l'argent de la taxe, on a parlé de beaucoup de choses, sauf de la gratuité de l'enseignement. Or, le ministre, quand il a parlé, il a dit qu'une partie de cet argent était affectée à la gratuité de l'enseignement. Ce qui est grave. La question, non pas seulement ce qui est grave, mais la question que nous devons nous poser, c'est la question de savoir qui a décidé d'enlever cet argent de son objectif de départ pour affecter une partie, n'est-ce pas, à la gratuité de l'enseignement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que nous ne pouvons pas considérer que notre pays devienne un pays qui est capable de faire face aux enjeux qui viendront dans le futur sans que nos enfants soient bien formés. Mais quand vous lisez tous les comptes rendus, n'est-ce pas, des réunions du Conseil des ministres, nulle part il y a eu une décision du gouvernement pour le faire. Maintenant, qui l'a fait? Ça veut dire en d'autres termes que des individus, je ne parle pas des institutions, des individus peuvent se retrouver quelque part et décider cet argent, on le met là-bas, on ne le met pas là. S'ils font déjà ça, sans recourir aux mécanismes mis en place, c'est-à-dire au Conseil de ministres, ça veut dire en d'autres termes qu'ils peuvent aussi décider de prendre une partie et mettre dans leur poche. Qu'est-ce qui les empêcherait de faire? Et nous, qui donnons cet argent par le fait de cette taxe, nous n'allons pas fermer les yeux. Donc vous voyez que là, il y a un problème d'opacité, de manque de transparence qui caractérise la gestion de cet argent. Et on ne va pas continuer comme ça. Troisièmement, il y a le fait que tout le monde est taxé de la même manière. Ça paraît juste, mais il y a des gains petits. En plus, qu'est-ce qui nous garantit que les autorités payent cette taxe? Et même quand elles le paieraient, c'est avec l'argent du contribuable. Parce que leurs téléphones sont censés être approvisionnés par l'argent du contribuable congolais. Ça veut dire que toute cette classe politique au pouvoir ne paye pas. Ça ne représente rien pour vous. Oui. Donc, toutes ces raisons mises ensemble, et surtout le fait que la grande partie des Congolais contre cette taxe, il faut la supprimer. Vous êtes pour la suppression? Tout à fait. Okay. Autre chose également, vous avez été à Goma. J'ai vu une photo de vous sur les laves du volcan Nyiragongo, et vous êtes revenu de là déçu par rapport à la situation humanitaire de la population, tout ça. Pourquoi ce constat malheureux? Qu'est-ce que vous avez vu?
palpée de votre Mais parce que le constat lui-même, la situation elle-même, elle est malheureuse. Très malheureuse. Et la situation, personnellement, je considère qu'elle a été mal gérée. Si vous allez à Goma, dans les parades du volcan, vous allez vous rendre compte que les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont logés sont vraiment des conditions qui sont indignes de nous, indignes, bien sûr, indignes de notre gouvernement. En plus, vous allez voir que les sinistrés. Essayez de nous décrire un peu la situation. Non, mais je vous dis d'abord que les abris qui ont été préparés pour loger ces gens, c'est en fait des abris qui ne peuvent pas résister aux intempéries. Voyez-vous? Ça ne peut pas résister aux intempéries. Et ce qui est grave, c'est que les enfants qui sont dans ces milieux là-bas ne sont même pas scolarisés. Voyez-vous? Et donc, on n'a pas mis en place un mécanisme permanent pour pouvoir venir en aide, accompagner ces gens. Et ce qui est plus grave, c'est que toutes les personnes qui sont dans les périmètres, en principe, l'État devait décider que cette zone-là devait être une zone inhabitée. Parce que les gens sont presque à côté du volcan. On va exposés. On va me dire que tout Goma est exposé, mais quand même permettre aux gens de construire dans les milieux immédiats du volcan, je pense quand même que ça ne marche pas. Et ce qui est grave, c'est que les sinistrés qui étaient partis sont aujourd'hui en train de retourner au même lieu. Ils retournent déjà? Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y en a qui ont commencé à délimiter leur ancienne occupation. Ça, j'ai vu. Là où vous m'avez vu debout, j'étais dans la parcelle de quelqu'un. Où sont les autorités locales dans tout ça? Non seulement les autorités locales, d'abord les autorités nationales. C'est extrêmement important parce que la capacité d'un gouvernement à prendre en considération la situation du peuple, des citoyens, se montre quand ces genres d'événements arrivent. Voyez-vous, quand ces genres d'événements arrivent. Mais nous constatons tout simplement qu'il y avait eu des erreurs avant que les volcans ne jettent ses laves sur la ville. Il y a eu des erreurs pour la gestion et aujourd'hui, les mêmes erreurs continuent. Aujourd'hui, on considère qu'il y a eu la calmie, les gens n'en parlent plus beaucoup et on a tourné le dos à d'autres problèmes. Et c'est pas normal. Le drame humanitaire est tellement complexe que peut-être que le gouvernement n'a pas assez d'argent pour gérer ça. Je pense que d'abord, avant d'arriver à l'argent, il y a l'organisation. Il y a l'organisation. Il faut mettre en place des mécanismes qui démontrent qu'on a la volonté de résoudre les problèmes, pas de manière circonstancielle, de résoudre les problèmes de manière permanente, de manière durable. Ça n'existe pas. Ça, au moins, nous avons des têtes, on peut réfléchir. Avant que l'argent n'arrive, qu'on ait besoin d'argent, il faut d'abord mettre en place un mécanisme. Mais ce mécanisme, apparemment, n'existe pas. Maintenant, la question de l'argent. Mais s'il y a l'argent pour ceux qui détournent, il peut y avoir de l'argent pour aider ces gens. Monsieur Jean-Claude, alors quel est votre regard critique aujourd'hui de la marche du pays, de la République démocratique du Congo, 3 ans après, avec le gouvernement Tshisekedi, avec le régime Tshisekedi? Est-ce qu'on avance, on stagne? Quel est votre regard critique par rapport à la marche du pays aujourd'hui? Je pense personnellement que, au regard de la situation actuelle, il faut d'abord comprendre où le pays était avant que M. Félix Tshisekedi ne prenne le pouvoir pour comprendre où nous allons. Et quand vous regardez, vous allez bien vous rendre compte qu'il y a des domaines où on a fait des efforts pour aller de l'avant et des domaines où on a reculé. Et donc, pour moi, je considère personnellement que pour ce mandat du président Tshisekedi, il devait le consacrer à poser des bases qui pourront permettre à lui-même
ou à quelqu'un d'autre 5 ans après, de pouvoir construire sur du solide. Les efforts qui sont faits par exemple avec l'IGF, quels que soient les reproches qu'on peut faire d'une manière ou d'une autre à l'IGF, mais il y a quand même des choses qui sont en train de changer. Les gens prennent de plus en plus conscience que l'argent de l'État, en tant que mandataire, n'est pas mon argent. Ça, c'est déjà positif. Et je pense que ce mandat devait permettre à mettre dans la tête du Congolais d'abord le respect de loi, la tolérance et surtout l'abandon de toutes les mauvaises pratiques que nous avons eues avant. Or, je constate que sur ce domaine-là, même la coordination qui a été mise en place pour les changements des mentalités, on n'en sent pas l'impact. Voyez-vous? Or, ça, c'est la question fondamentale. Parce qu'on peut construire des infrastructures, on peut construire des routes, on peut construire des hôpitaux, on peut construire, parce que maintenant, pour montrer qu'il y a une visibilité de ce qu'on fait, on veut construire. C'est une bonne chose. Mais si vous avez toutes ces infrastructures avec des personnes qui ont une mentalité qui ne respectent pas ces infrastructures, qui ne considèrent pas ces infrastructures appartiennent à tout le monde, on n'avance pas. Donc, sur cette question, je crois qu'on a quelque chose à dire. Maintenant, il y a la question de la justice. Au sein de la justice, il y a des choses qui évoluent bien, mais la mentalité fondamentale de corruption demeure. Toutes les décisions, je peux me permettre de le dire, parce que le président lui-même l'a dit, que notre justice est corrompue. Si lui déjà, qui a des informations de tous les niveaux l'affirme, nous ne pouvons que dire la même chose. Alors, puisque vous parlez de la justice, en lisant également vos tweets, notamment dans l'affaire Moukana Lozo, dans l'affaire Mapon, où il est aujourd'hui poursuivi, je sens que vous estimez que la justice n'est pas tout à fait correcte. Vous décrivez la manière dont cette situation est gérée. Expliquez-nous en tout titre. D'abord, il y a une question sur laquelle nous avons une constance à la ZADO. C'est que tout mandataire, quand il y a des problèmes qui se posent dans la société, dans l'entreprise, dans les projets qu'il a gérés, il a l'obligation de rendre des comptes. Et nous disons, pour ce qui concerne M. Matata, notre ancien Premier ministre, que s'il y a des problèmes sur Bukanga Lozo, il a des devoirs de redevabilité. Et ce devoir, à l'époque, il pouvait le faire devant l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La justice, ça nécessite. Ce qui n'est pas quelque chose de nouveau. Et on ne dit pas non plus que parce qu'il y a un dossier judiciaire contre un citoyen, qu'il est vraiment dedans. Ça veut dire qu'il est déjà coupable. Donc la présomption d'innocence existe. Il peut démontrer, preuve à l'appui, que les griefs portés contre lui ne sont pas fondés. Comme d'ailleurs l'ancien Premier ministre l'a fait dans l'affaire concernant les victimes de la décision de désorganisation. Bien évidemment. Oui, okay. Vous voyez, il a apporté ses preuves, il a été mis en cause. Maintenant, nous, notre problème, là où nous trouvons que ce n'est pas du tout sérieux, et nous ne pouvons pas l'accepter, c'est en ce qui concerne la procédure pour les mettre en accusation. La procédure pour vous, elle est entachée d'irrégularité? Bien sûr. À quel niveau? Comment ça? Voyez-vous, on n'arrête pas, on ne met pas en cause un sénateur comme on le ferait de vous et de moi. Il y a une procédure. Et cette procédure, c'est que quand on veut, la justice veut mettre un sénateur, un parlementaire de manière générale en cause, elle s'adresse à l'institution où il est membre. Si c'est au Sénat, s'il est sénateur, au Sénat. S'il est député, à l'Assemblée nationale.
Et dans le cas de l'affaire de Kanga-Lonzo, le procureur s'était adressé, n'est-ce pas, au Sénat. Et la décision du Sénat était claire. Qu'on ne pouvait pas lever les immunités de M. Matata pour cette affaire-là. Donc on estime qu'à ce niveau-là, on ne peut pas le mettre en cause. C'est aussi clair que ça. Pourquoi? Mais tout simplement parce que l'autorisation n'a pas été donnée par le Sénat. Ah, donc vous faites allusion au refus du Sénat. Ah oui. Donc la justice est obligée de respecter cette décision. Mais bien sûr. C'est aussi clair que ça. Et moi j'entends toujours les gens dire, comme on avait levé ces immunités dans l'affaire Zahrianisation, c'est que on peut l'entendre aussi pour les dossiers du Kanga-Lonzo. Je dis non. Ça ne se passe pas comme ça? Ça ne peut pas se passer comme ça parce que chaque infraction, je dirais, pour laquelle le procureur, la justice demande à la levée des immunités, vous savez que le procureur doit venir au Sénat pour pouvoir défendre sa thèse. C'est comme ça que ça se passe? Ah oui. Ok. Pour pouvoir défendre sa thèse. Pourquoi? Il doit convaincre en fait les sénateurs ou les députés. Donc ça veut dire que pour chaque affaire, il doit pouvoir argumenter. Et donc on ne peut pas lui accorder une levée des immunités générales. Si je vous comprends bien, donc c'est injuste que Matata Ponyo soit devant la cour dans le dossier de Kanga-Lonzo. Mais nous disons et nous le répétons que c'est injuste. C'est injuste parce que on ne peut pas le conduire devant la justice alors que le corps auquel il appartient n'a pas levé ses immunités. Et c'est aussi quelque chose de clair. Et moi je ne comprends pas. C'est que je ne comprends pas pourquoi les gens sont pressés de faire mal les choses alors qu'ils peuvent le faire de manière correcte. Et cela que certains disent que c'est un procès politique. Parce que tout simplement nous sentons qu'il y a de la précipitation qu'on ne voudrait pas respecter. Et d'ailleurs, cette procédure n'est même pas une procédure légale, mais c'est une procédure constitutionnelle. C'est la Constitution de la République démocratique du Congo qui établit cette procédure. Ça veut dire de pouvoir lever les immunités avant de poursuivre un sénateur ou un député. Alors pourquoi on est pressé? C'est ça la grande question. On est pressé pourquoi? Les gens, quand ils nous ont entendu prendre cette position, connaissant la position constante que nous avons par rapport à l'affaire de Kanga-Lonzo, les gens ont pensé qu'on a été corrompus, qu'on nous a donné de l'argent, mais c'est du n'importe quoi. Un défenseur de droits de l'homme n'a pas de compte à régler aux autres citoyens. Son thermomètre, c'est un droit, qu'il soit violé chez les gens que les politiciens aiment ou n'aiment pas. Son travail, c'est de démontrer qu'il y a eu violation et soutenir la personne qui est en difficulté. Et dans le cas d'espèce, l'ancien Premier ministre Matata est victime de cette procédure. Et ça m'étonne que beaucoup d'organisations des droits de l'homme ne prennent pas la parole là-dessus. Or, ça saute aux yeux de tout le monde qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en tant que citoyens, nous avons ce devoir de combattre l'injustice d'où qu'elle vient. Parce que si elle atteint aujourd'hui l'ancien Premier ministre Matata et nous nous taisons, demain il vous atteindra. Après demain, ce sera mon tour. Ça risque d'être une jurisprudence dangereuse. Exactement. Alors, ce que vous dites là, que c'est une procédure légale, c'est pas une procédure constitutionnelle, mais le procureur et le président de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'ils ne le savent pas? Bien, ils le savent. C'est pour ça que nous nous faisons la question. Pourquoi ils le font? Ils vont dans cette direction-là. Est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Est-ce que M. Matata va fuir ce pays? C'est que les gens qui n'ont jamais été en exil ne comprennent pas. C'est pas facile de vivre en exil. Quel que soit l'argent qu'on puisse avoir, ça fait du bien d'être libre, d'aller et de revenir dans son pays. Alors, aujourd'hui, quand on voit la décision ou la position prise par le Conseil de sécurité, notamment le secrétaire général des Nations Unies par rapport à ce sujet,
Ça veut dire que les Nations Unies suivent aussi de près cette situation et savent de la façon dont elle a été traitée. Non seulement que les Nations Unies suivent, si elles interviennent, c'est qu'elles constatent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous savez que les Nations Unies ne disent pas tout. Comme nous, les citoyens, nous avons la liberté de le dire. Mais entre ce que les Nations Unies ont dit, nous pouvons comprendre certainement qu'au niveau du Conseil de sécurité, on comprend qu'il y a un problème qui n'est pas normal, qui se passe en République démocratique du Congo. Et nous pensons que les Nations Unies ont compris le travail que nous avons fait pour dénoncer cette procédure qui ne cadre pas avec la Constitution de la République. Alors face à cette situation, comment lui, en tant qu'accusé, et qu'il sait que cette situation est faite de façon cavalière contre la Constitution, comment il devrait se comporter? Donc, comme il l'a fait. Comme il l'a fait. Et il l'a bien fait. De ne pas aller se présenter devant quelqu'un qui est bloqué par une décision du Sénat et qui veut faire les forcer. Je pense que sa conduite a été correcte. N'en déplaise à ceux qui ont fait fixer l'affaire. Mais vous savez, le problème c'est que l'injustice, si elle n'est pas mise à jour aujourd'hui, elle sera mise à jour demain. Et les gens finiront par comprendre que les décisions qui ont été prises par rapport à cette affaire n'étaient pas des décisions prises pour servir la République, mais pour tout simplement mettre certains citoyens en difficulté, et ça c'est très dangereux. Et pourquoi on les met en difficulté? Mais voyez-vous, M. Matata, il a été lui-même empoisonné. Et à cause de cette procédure cavalière, on lui a refusé d'aller se faire soigner. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Donc, ce n'est pas normal. Parce que le droit à la santé implique qu'un citoyen soit libre d'aller se faire soigner où il veut. Donc, en quelque sorte, on veut la mort de M. Matata. Et pour quelle raison? Il n'y a pas de raison. S'il y a des comptes qu'il doit rendre sur l'affaire Kangalonzo, on doit suivre la procédure qui est prescrite par la Constitution et les lois de la République. C'est aussi simple que ça. Et si on ne le suit pas, cette procédure, c'est que quelque part, nous comprenons qu'il y a des choses qui sont faites à dessein. Voilà, cette émission est terminée. Mais le silence du Sénat, comment vous l'interprétez? Les sénateurs, le bureau du Sénat, leur silence, comment vous l'interprétez? Non, mais il faut considérer tout simplement que le Sénat a déjà pris sa décision. Et cette décision est connue. M. Matata, ses immunités ne sont pas levées en ce qui concerne l'affaire de Kangalonzo. La décision existe. Et c'est connu. Voilà, Monsieur Jean-Claude Katende, merci d'être venu sur ce plateau de Vérité de Fait pour commenter l'actualité politique en RDC avec nous. Je rappelle que vous êtes défenseur de droits humains et président national de l'AZADO. Merci d'avoir été notre invité. C'était un plaisir. Merci à vous. À vous également qui avez suivi cette émission Vérité des Faits, merci de l'avoir fait. Portez-vous bien, à très bientôt et avec le même plaisir.